donc maintenant continuer avec cette notion de la diversité culturelle. On va voir un peu qu'est-ce que c'est que cette chose-là, mais également nous intéresser aux situations où être porteur de certaines identités peut également être posé problème dans certaines sociétés. Hein? Donc, c'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Évidemment, vous savez que par exemple, vous savez c'est quoi le racisme, vous savez que c'est pas gentil le racisme, mais par contre, on va s'intéresser à comment est-ce que se construisent les différents groupes sociaux qui sont considérés comme étant des groupes racisés. Hein? Donc, on va un peu s'intéresser à cette dimension-là. Également, ça, c'est un petit détail qui est assez rigolo. Hein? Quand on fait par rapport à l'image qu'on veut projeter aussi de nous-mêmes, il n'y a personne qui va s'avouer comme étant raciste, mais étonnamment, il y a du racisme dans la société. Hein? La fameuse phrase, sinon, qui va arriver parfois, c'est « je ne suis pas raciste, sauf que » ou « oui, mais ». C'est toujours assez sympathique et glorieux, ce qui suit cette fameuse phrase. Mais commençons directement avec cette notion-là de quelques termes qui vont nous intéresser. Eh bien, 3 termes sur lesquels je veux insister. Hein. Vous connaissez la notion de groupe ethnique. Hein. C'est où qu'on a justement, souvent c'est des traits qui sont morphologiques qui vont nous distinguer les différents groupes entre eux. J'aimerais insister sur 3 autres termes qui sont les groupes ethno-culturels, les communautés culturelles et les groupes racisés. Groupe ethno-culturel, c'est l'idée un peu que groupe ethnique, parfois, ce n'est simplement pas suffisant pour parler de la réalité des individus. Ils sont à la fois des groupes ethniques et culturels. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le terme groupe ethno-culturel. À ce moment-là, ça va faire en sorte que les Irlandais et les Anglais ont l'air d'être dans le même groupe ethnique, mais ils sont 2 groupes ethno-culturels différents. Hein. Ces groupes ethno-culturels-là, ils vont avoir la tendance, si on veut, à se définir par des caractéristiques communes. Oui, il y a les traits morphologiques, mais également les traditions culturelles, l'origine ancestrale, le plus souvent inventée, mais on va y revenir, la langue, l'identité nationale, le pays d'origine, bref, un ensemble d'éléments qui fait en sorte qu'on peut identifier des groupes, hein, au point de vue, si on veut, au point de vue de l'analyse, comme faisant partie de certains groupes ethno-culturels. Par exemple, les Polonais, les Ukrainiens, les Québécois, les Ontariens, ce sont tous différents groupes ethno-culturels. Hein. Les communautés culturelles, eh bien, c'est l'idée qu'on constate sur des territoires que les individus issus d'un même groupe ethnoculturel ont tendance à se rassembler. Hein, un peu comme si vous alliez dans un voyage dans le sud, tout inclus. Autour du bar, il y a les Québécois, les Ontariens, les Allemands, les Anglais sont tous ensemble. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des groupes culturels qui vont s'organiser entre eux, pas seulement se rassembler, ils vont s'organiser entre eux pour, justement, offrir des services et également préserver leur culture. Hein. Le plus souvent, on va les reconnaître. Quand on rentre à Montréal, c'est assez fascinant. Hein? On va dans différents quartiers. Eh bien, on va reconnaître qu'il y a des épiceries qui sont complètement différentes, des églises, des centres communautaires destinés aux membres des communautés culturelles. Il y a environ 120 communautés culturelles à Montréal. Vous connaissez, j'imagine, la fameuse Petite Italie, hein, qui est, si on veut, une communauté culturelle montréalaise. C'est situé dans le quartier Rosemont. Les individus sont essentiellement installés après la Deuxième Guerre mondiale. Le Petit Maghreb, hein, qui est Villeray-Saint-Michel par extension. Il y a également le quartier chinois que vous connaissez également, hein, situé près du boulevard Saint-Laurent et le boulevard René-Lévesque. Il y a même un quartier ukrainien également à Montréal. Le plus souvent, pour reconnaître dans quel quartier des communautés culturelles vous êtes en ce moment, eh bien, vous n'avez qu'à regarder, par exemple, les églises. Est-ce que c'est des églises? Est-ce que c'est des mosquées? Est-ce que c'est des églises orthodoxes? Si oui, c'est sûrement soit des Russes ou soit des Grecs. Vous pouvez reconnaître, en fait, le fameux quartier dans lequel vous êtes. On sait que le terme race n'existe pas. Excusez-moi, le terme race existe, mais le concept de race, lui, n'existe pas. Par contre, il y a quand même des individus qui sont considérés comme formant une race par, essentiellement, c'est par des groupes majoritaires. Donc, on va les appeler, ces groupes-là, des groupes racisés. Hein, c'est des groupes qui sont socialement perçus comme formant une race et qui sont stigmatisés en raison de caractéristiques physiques communes. Au Québec, par exemple, on a les groupes qui sont, par exemple, asiatiques ou afro-québécois, si on veut, hein, qui sont considérés comme étant des groupes racisés. Le plus souvent, ils sont également victimes de profilage racial, par exemple. Donc, on va éviter le terme race et on va s'intéresser au groupe racisé. Pourquoi le groupe racisé est plus intéressant que le groupe ethnique? C'est que le groupe racisé
il se construit dans un rapport majoritaire-minoritaire. Hein, c'est-à-dire que les Afro-Québécois ne sont pas reconnus comme étant un groupe racisé lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine, par exemple. La même chose pour un Québécois, ça se peut qu'il devienne un groupe racisé s'il en vient, par exemple, un jour à emménager en Chine, par exemple, où il serait considéré comme étant faisant partie d'un groupe racisé. Donc, trois grands termes, groupe ethno-culturel, les communautés culturelles et les groupes racisés. Mais parlant de la notion de race, abordons un peu cette thématique-là. Le thème race va apparaître uniquement au 16e siècle, avec le début de la colonisation européenne. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment à cette époque-là que le thème race va être diffusé à l'intérieur des sociétés essentiellement occidentales et va finir par distinguer les groupes. Et on va voir un peu les groupes colonisateurs et les groupes qui sont colonisés par les Occidentaux. Hein. Même que, on va revenir dans quelques instants. Toutefois, ce terme-là, il n'est essentiellement qu'un construit social, dans la mesure où, pour les biologistes, il n'y a qu'une race humaine qui est composée de diverses populations humaines. Hein? Là, j'ai mon diapo, je vais faire une grosse erreur. Hein? On est environ 7 points quelque chose de milliards d'humains et on a un génome identique à 99,9 %. On est particulièrement près comme groupe. Donc, la race humaine, les représentants de la race humaine sont particulièrement identiques les uns des autres. On a certes certaines différences morphologiques ou encore une fois différences de couleur de peau qui peuvent nous distinguer, mais on voit un peu qu'on met énormément d'insistance sur ces distinctions-là. On va voir un peu que ça a été essentiellement utilisé pour justifier la colonisation des pays par l'Occident. Même que c'est assez fascinant, dans un même groupe, un même petit groupe de chimpanzés, mais on se rend compte que, par exemple, il y a 4 fois plus de diversité culturelle. Et de toute façon, identifier uniquement les individus en fonction du gène a plus ou moins de sens dans la mesure où, de mémoire, je ne sais pas si je me l'ai bien mis ici, oui, voilà, de mémoire, pas de mémoire, c'est environ, on partage à peu près 50 % de nos gènes avec les bananes. Donc, à ce moment-là, la notion de gène pour distinguer les groupes est plus ou moins pertinente. Donc, on a un peu cette idée-là, qu'à l'intérieur d'un même groupe social, par exemple, on est 99,9 % identiques, les humains entre nous, et à l'intérieur d'un même groupe social, par exemple, ceux qu'on pense être les Québécois de souche, qui sont en fait des Français d'origine, mais également le plus souvent qu'autrement des Anglais qui ont été dans la francophonie, des Irlandais, des Écossais, donc cette gang-là, ils peuvent être plus distincts à l'intérieur d'un même groupe que les groupes qui vont penser qu'ils sont absolument pas les autres. Comme par exemple, vous pouvez être plus proche génétiquement que de l'individu qui provient de la Chine que votre voisin sur la même rue, qui vous êtes absolument persuadé que vous appartenez à la même race. Donc, la génétique, c'est beaucoup plus complexe qu'uniquement la couleur de peau. Vous avez sûrement vu cet élément-là peut-être dans vos cours de biologie, la notion de goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit 99,9 % identiques? Mais comme vous voyez ici, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans l'histoire humaine. On ne sait pas encore tout à fait la cause. Est-ce que c'est dû à des éruptions volcaniques? Est-ce que c'est dû avec d'autres cataclysmes naturels? Mais n'empêche, on ne sait pas trop la cause exactement, mais on sait qu'à une époque, nous étions quelques milliers d'individus sur la planète. Ça veut dire qu'on n'était vraiment pas nombreux, ce qui, en fait, cause un goulot d'étranglement. Si vous voyez le dessin à votre gauche, vous voyez qu'il y a énormément de diversité génétique représentée ici par des billes de couleurs différentes. On a eu une catastrophe, on ne sait pas exactement c'est quoi. La population s'est particulièrement réduite. Et à la fin du goulot, on a une population qui est particulièrement semblable. Donc, les humains sont particulièrement similaires les uns des autres. On a quelques critères qui nous distinguent et on va voir un peu que culturellement, on va énormément insister sur ces critères de distinction-là pour fonder une frontière entre le nous et le eux. Donc, on va voir un peu ces éléments-là ensemble aujourd'hui. Vous avez sûrement vu dans le documentaire, j'ai tiré cette image-là de la petite capsule le dessous des cartes que je vais demander de regarder. Mais on a ici la diffusion, si on veut, de l'espèce humaine à travers la planète en fonction des époques. On voit qu'effectivement, le berceau semble être l'Afrique de l'Est.
Un groupe a essentiellement migré à travers la planète et a réussi à venir coloniser donc l'essentiel de la planète. Et je dirais qu'il y a simplement l'Antarctique, excusez-moi, qui est le seul continent qui n'est pas véritablement peuplé par des groupes, sauf évidemment des scientifiques. Oui, Jordan. Ben, si on regarde la carte, c'est étrange parce que selon la carte, je vais la remettre si tu veux. Pardon? Je vais la remettre la carte à l'écran. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est en gros, ça aurait pris plus de temps à l'homme de coloniser l'Afrique de l'Est, oui, de l'Est, pardon. De l'Ouest, excusez. De l'Ouest que l'Amérique. Exact. C'est parce qu'ici, j'ai des zones géographiques qui sont particulièrement difficiles pour les humains à traverser. Ah, OK. C'est tout simplement pour ça. Puis d'ailleurs, c'est assez intéressant, une mini-parenthèse. On voit un peu que si vous voyez un peu les aires de diffusion, ça veut dire que les humains ont eu tendance à se déplacer de l'ouest vers l'est. Pourquoi? Bien, on a des chaînes de montagnes qui empêchent les déplacements, mais également, ils vont favoriser de dire on va rester à peu près tout le temps dans la même zone climatique qui ne demande pas énormément d'adaptation aux groupes humains lorsqu'ils se déplacent. Hein. Également, le plus souvent, ils suivaient les gros troupeaux, par exemple, de mammifères qui se déplaçaient également dans les mêmes zones géographiques. Effectivement, c'est assez étonnant. Moi aussi, quand j'ai regardé la carte la première fois, je me suis dit, c'est un peu étonnant. Là, on avait l'impression, Afrique au complet, ensuite Moyen-Orient, Europe, mais on voit un peu que c'est beaucoup plus complexe, l'histoire, si on veut que c'est qu'elle on a spontanément conscience dans notre esprit. OK, merci. Diffusion sur le territoire, diffusion qui nécessairement va s'accompagner de certaines transformations. Ici, j'ai une carte de répartition des couleurs de peau moyennes des individus. Vous le savez très bien, vous avez eu beaucoup de cours de sciences naturelles. Hein? C'est essentiellement une... là, j'ai l'air d'un fou parce que je ne me rappelle plus. Mais bref, c'est quelque chose dans votre corps qui vous permet de synthétiser ou non la vitamine D. Vous n'avez pas de besoin, quand vous êtes dans des pays qui sont fortement exposés au soleil, vous avez besoin d'éclaircir la peau pour avoir davantage de vitamine D quand vous êtes sur des territoires peu exposés au soleil. Hein? Donc, d'aller capter la vitamine D du soleil, le soleil étant notre ami. Donc, on voit un peu cette diffusion-là, hein, ici, des différentes couleurs de peau à l'intérieur de la fameuse race humaine. Ce qu'on va voir, par contre, c'est qu'il y a quelque chose de particulier avec la notion d'ethnicité. C'est-à-dire que l'ethnicité est une construction sociale. Hein? Ça veut dire que, ben, par exemple, même à l'intérieur, hein, un exemple qui est assez fascinant, c'est l'exemple de Chine. Nous, on a un peu l'impression que ce sont des Chinois. Hein? Mais l'unité chinoise est assez tardive. Hein? C'est un long travail, si on veut, excusez-moi, long travail culturel, de faire en sorte qu'ils se considèrent tous comme étant Chinois aujourd'hui. Tandis que même jusqu'au 1850, dans ce coin-là, ils se considéraient comme venant de plein de petits groupes ethniques différents. Hein, donc, on a vraiment cette idée-là assez particulière. Même chose en France. La France, il y a quelque chose de rigolo. Première guerre mondiale, on avait un problème au front. Les Français ne parlaient pas la même langue. Hein, ça veut dire qu'au sud, on va parler la langue d'oc et au nord, la langue d'oï, d'où le langue d'oc hein, pour les amateurs de vin. Eh bien, on a un peu quelque chose de particulier, c'est-à-dire que pendant longtemps, ils sont tous considérés comme étant des groupes ethniques différents, et avec le temps, hein, un travail politique également d'unité nationale, et voilà, qui vont faire en sorte qu'ils vont tous se considérer comme étant descendants du même groupe social. Ça veut dire que c'est comme si on avait en Europe, du moins on va prendre l'Europe de l'Ouest, que des Anglais, des Français, des Allemands et des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Tandis qu'on sait qu'il y a un énorme brassage de population et qu'on est composé génétiquement de plein de petits groupes qui sont différents, mais qui, avec le temps, vont finir par penser qu'ils appartiennent au même groupe ethno-culturel. On a un peu cette idée-là que l'ethnicité est uniquement fondée sur la notion de frontière, une ligne de débarcation qui dit ici le nous, là-bas le eux. Il y a effectivement certains traits objectifs hein, qu'on a vus. Ces traits-là vont entretenir le sentiment subjectif d'appartenance au groupe. C'est parce que j'ai la même langue, la même coutume que les autres que j'ai l'impression de faire partie du nous. Hein. Donc, on a un peu l'idée également que les frontières sont mouvantes. Hein. Vous avez peut-être déjà vu ce qui s'est passé en Irlande. On a l'Irlande catholique et l'Irlande protestante. Ils ont absolument l'impression de ne pas être le même groupe culturel, le même groupe ethnique, même de faire deux races différentes. Eh bien, c'est exactement le même groupe, mais qui s'est divisé sur une frontière ici qui est, hein,
excusez-moi, qui est religieuse. La même chose, par exemple, c'est assez rigolo dans mon cas. Moi, je suis d'origine, au point de vue génétique, hein, si on veut. Du côté de ma mère, c'est français. Du côté de mon père, c'est écossais, irlandais. Et j'ai été convaincu jusqu'à environ 12 ans que j'étais un Québécois pur laine. Hein, pourquoi? Ben, je suis blanc, j'ai la même langue que les autres, j'ai la même culture, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, tout ce que vous pouvez imaginer. On voit un peu que j'ai pu faire partie du nous québécois plus facilement, dans la mesure où je n'avais pas de trait ici qui trahissait à quelque part ma non-appartenance pour la majorité du groupe. Par contre, si j'avais été, par exemple, d'origine, j'ai aucune idée, ben peut-être, ah oui, mais tu partages la même langue, tout ça, mais tu ne fais pas partie du groupe parce que ta peau n'est pas blanche, donc on reconnaît cette saillance-là. Hein. J'avais parlé plutôt de l'assignation identitaire, mais j'ai été mis dans la case québécois. Hein. Tandis que dans les faits, je suis autant québécois que n'importe qui viendrait de n'importe où ailleurs sur la planète et qui serait né ici. Hein. Donc, je ne suis absolument pas un pur laine. Tu sais, Glendonning, ce n'est pas un vieux métier francophone disparu. Hein? On s'entend que c'est un mot particulièrement écossais, mais j'ai toujours pensé, quand j'étais environ jusqu'à 12 ans, que j'étais dans les pur laine. Ce qui nous amenait même, quand on était jeunes, notre école était séparée anglo-franco. Hein? On se battait dans les cours d'école contre les anglophones. Je n'avais pas compris que, je pense que c'était plus dans l'autre gang, mais on voit un peu que, en raison de la notion de frontière, je faisais partie du Québécois, disons peu, pur laine. Hein? Terme ici qui est évidemment absolument à remettre en question, dans la mesure où, au Canada et même au Québec, on a des origines, certes, françaises, mais également de toute l'Europe de l'Est, la Pologne, l'Ukraine. Donc, on a vraiment beaucoup d'apports de ces populations-là, des Italiens, des Grecs et tout ça. Mais parce qu'ils ont la même couleur de la peau, on considère qu'ils font tous partie du même groupe. On voit un peu que c'est essentiellement culturel, cet élément-là. Si je reviens un peu à cette notion-là de voilà, du groupe d'appartenance, on voit un peu l'idée que les groupes vont se définir entre eux par des frontières, hein, et que cette frontière-là, elle est mouvante. Mais c'est quand même difficile pour les individus de passer d'un bord ou l'autre de la frontière. Donc, l'idée un peu, hein, de cette ethnicité-là, eh bien, on se rend compte à quelque part que c'est surtout l'idée qu'on a une croyance subjective qu'on appartient effectivement à un groupe, et cette appartenance-là, elle est entretenue au quotidien par le fait qu'on intériorise la démarcation qu'on considère nécessaire entre le nous et le eux. Dans les faits, on voit que c'est beaucoup plus mouvant et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut bien imaginer. D'ailleurs, si j'aurais fait mes tests génétiques juste pour le fun, tu sais, les compagnies qui font ça, là, qui peuvent, tu craches dans un petit pot puis ils t'envoient des trucs. Si je n'avais pas su qu'ils prennent nos échantillons et qu'ils appartiennent maintenant à des compagnies privées qui peuvent faire des tests génétiques sur les groupes, ça m'énerve un petit peu de perdre mon droit de propriété sur mon propre code génétique. Donc, c'est un petit peu embêtant quand même. Mais au-delà de ça, en même temps, je me dis, c'est une espèce de fantasme de vouloir prouver, hein, la pureté de sa filiation, de ces petits tests génétiques-là. C'est quand même un peu étonnant de vouloir faire ces trucs-là quand même, vous en conviendrez. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que vous avez vu l'annonce qui passait à la télévision sur ces fameux tests-là, où est-ce qu'on a Normand Brathwaite, qui était, je ne sais pas si vous avez vu, Normand Brathwaite est un animateur, un Afro-Québécois, et qui apprend, hein, qu'il est 40% irlandais, absolument déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il revendique, hein, son identité sociale, je crois qu'il, je ne sais plus c'est où, mais on va dire afro-québécoise. Hein. J'ai complètement oublié les origines d'où ses ancêtres viennent. Mais à ce moment, il était complètement déstabilisé d'apprendre qu'il était 40% irlandais. Hein. Dans ce sens, il est aussi irlandais que moi. Et spontanément, je n'aurais pas dit que je fais partie de la même gang que Normand Brathwaite. Pourquoi? Cette notion-là de frontière qui nous semble absolument évidente et nécessaire entre les différents groupes sociaux. Revenons donc sur notre notion-là. Donc, voilà. Vous intéressez maintenant à cette notion de frontière, mais ça pose nécessairement problème. Hein? Quelques termes ici auxquels on peut s'intéresser. Premièrement, l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que les groupes humains ont tendance à considérer leur propre culture comme étant le point de référence et d'étudier, d'analyser, d'interpréter ce qui se passe dans les autres cultures en fonction de ce point de référence-là. On a de la misère un peu à se décentrer. On a toujours tendance, comme humains, dans le fond, à avoir tendance à, si on veut, juger les autres cultures en fonction de ce qui est valorisé à l'intérieur de notre propre culture.
dans certains cas, ça peut également amener l'idée que notre culture est essentiellement supérieure aux autres, tout simplement, en effet, parce que c'est juste ça qu'on a connu en raison de notre socialisation. La xénophobie, elle, c'est le terme qui souligne justement la peur de l'étranger. Les xénophobes ne sont pas nécessairement racistes. C'est simplement l'idée que pour les xénophobes, on a peur des étrangers. On pense que les étrangers, en quelque part, vont venir nous envahir. Pendant longtemps, si on veut, le Québec avait, et je crois encore aujourd'hui, mais le Québec était particulièrement xénophobe. Ça veut dire qu'il y avait un repli sur l'identité canadienne-française qui était définie par l'appartenance à la religion catholique et la langue française. Et historiquement, c'est quand même vrai que l'autorité canadienne anglophone a longtemps essayé d'assimiler les Canadiens français. Hein. D'où justement, dans le discours, c'est pas juste, c'est-à-dire que de la conquête, on va dire de 1840 à 1960, toute immigration francophone au Canada est interdite par les autorités du Canada. Hein, il est interdit, voilà, de quelqu'un qui est ici. Également, donc, l'immigration a été un moment utilisé comme outil d'assimilation pour les Québécois, mais on s'entend que depuis les années 60, c'est absolument plus le cas, mais ce réflexe a toujours demeuré un peu chez les Québécois, la menace de se voir envahir, qui vont changer nos valeurs et notre manière de faire. Hein. Donc, il y a toujours le petit fond xénophobe au Québec. Voilà. Maintenant, le racisme, c'est ce que vous connaissez, hein, c'est l'idée qu'il existe des races qui ont une hiérarchisation et que la plupart du temps, ceux qui ont développé les thèses racistes étaient des personnes blanches, donc ils avaient également tendance à se mettre au-dessus de la pyramide. Il y a une variante qui est quand même intéressante qu'on appelle le colorisme. C'est à l'intérieur d'une même culture, d'un même groupe ethnoculturel. Par exemple, en Haïti, il y a des cas de colorisme, par exemple, où les gens qui ont le teint plus pâle à l'intérieur d'un même groupe ethnique vont être socialement plus valorisés. Hein? Il y a comme une hiérarchie qui se fait à l'intérieur d'un même groupe social en fonction de la blancheur de la peau. Hein? C'est ce qu'on appelle le colorisme. Il y a également la même chose, par exemple, on va revenir, par exemple, même en Chine également, qui va amener plusieurs individus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'était voyager un petit peu, voir des personnes d'origine chinoise à la plage. Eh bien, vous allez voir des fois qu'ils ont une espèce de wetsuit, tout simplement, un genre de wetsuit. On voit juste le visage et le bout des mains. Pourquoi? Parce que ce n'est pas socialement valorisé d'avoir une peau plus foncée dans les pays asiatiques. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Pourquoi est-ce que ces éléments-là sont amenés? Donc, le colorisme est également un truc, pour venir sur mon exemple d'Haïti, eh bien, si vous regardez en Haïti, c'est assez triste de voir que les gens qui sont socialement les plus valorisés, c'est ceux également qui habitent au-dessus des montagnes et c'est également ceux qui ont le plus de privilèges à l'intérieur de la société. C'est également souvent ceux qui sont les descendants des mélanges, des groupes, des mariages mixtes entre Européens et locaux. Et on voit un peu que ces gens-là sont encore une fois, aujourd'hui, socialement plus valorisés. Même si, pour une personne extérieure, vous direz que c'est une personne noire. Donc, il y a vraiment une distinction qui se crée à l'intérieur des mêmes groupes sociaux. Discrimination, vous le savez un peu, c'est tout ce qui, les discours, les actions qui amènent à amener une diminution, une perte de privilèges pour les individus. Peut-être, vous avez déjà entendu la discrimination, par exemple, à l'emploi ou, par exemple, à l'accès au logement. Eh bien, un individu, pas uniquement parce que quand il se présente au logement et qu'il vient d'un groupe ethnique, eh bien, il va être considéré comme étant pas une personne avec qui on devrait faire affaire pour louer l'appartement. La même chose pendant un bon bout de temps quand même. C'est encore la même chose qui se passe avec les CV. Bien, il y a plusieurs personnes d'origine arabe, notamment avec le 11 septembre, qui sont obligées de changer leur nom sur leur CV. Sinon, ils ne se feront tout simplement pas retenir pour une entrevue. Ils n'ont même pas la chance d'être discriminés lors de l'entrevue avant même de passer l'entrevue, de donner son CV pour être éventuellement sélectionné. Ouais, non. Moi, Islam al-Bala, non merci. Donc, il y a ce truc-là ici qui est encore une fois une forme de discrimination. Le profilage, on va en reparler un peu plus tard sur le profilage racial, mais c'est l'idée que, on a vu parler tantôt de l'assignation identitaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des préjugés sur certains groupes sociaux et on va évaluer la menace potentielle que pose un individu en fonction de ses identités sociales. Ça veut dire essentiellement que
le policier, quand il va être confronté à un Afro-Américain qui met la main dans ses poches, il ne va pas penser « Ah, c'est peut-être un cellulaire », ça doit nécessairement être une arme à feu. Le profilage amène aussi à l'idée un peu étonnante que, on va en parler un peu plus tard, que les individus afro-québécois qui se promènent dans une voiture de luxe, on va spontanément, les policiers, penser qu'ils sont des membres de gangs de rue. Hein? Ça veut dire qu'ils auraient obtenu leur économie par des moyens non légitimes. Et j'ai d'ailleurs un de mes amis qui est un jeune policier qui m'a dit la phrase sidérante et que je vais vous citer maintenant. Il est policier à Rive-Nord. Hein? Dans le fond, toutes les personnes non blanches, évitez la Rive-Nord. Hein? Ce n'est pas nécessairement sympathique avec les forces de l'ordre. Eh bien, il me disait en gros, mais écoute, il est minuit et demi, tu as le choix entre une personne arrêter une fille blanche dans une Honda Civic ou un Afro-Américain dans une voiture de luxe, tu sais, c'est qui que tu vas arrêter? Je dis, c'est la définition même de profilage racial. D'ailleurs, il m'amenait cet argument-là pour me dire qu'il n'y a pas de profilage racial, c'est juste du gros bon sens. Vous voyez un peu l'idée assez particulière. Donc, évidemment, on va en discuter un peu plus tard. Et en fait, ghettoisation, effectivement, on constate qu'il y a certaines communautés qui ont tendance, souvent en raison de leur exclusion sociale, à se replier sur elles-mêmes, sur leurs valeurs, qui vont avoir tendance à se tenir à l'écart de leur société d'accueil. C'est notamment le cas, par exemple, du fameux quartier chinois à Montréal, mais également des communautés juives, par exemple, ultra-orthodoxes, qui ont tendance à se rassembler entre eux et de ne pas vouloir beaucoup d'échanges. Le plus souvent, il faut le souligner, c'est en raison d'une histoire d'exclusion sociale de la majorité par rapport à ce groupe-là. Ils se sont quelque part dit, bon, on va rester entre nous tant qu'à subir de la discrimination. Maintenant, on va s'intéresser un peu donc, à stéréotypes et préjugés. Le stéréotype, c'est une image sociale qui est répandue à l'intérieur d'une société qui va avoir une représentation caricaturale d'un fameux groupe. C'est-à-dire que on va avoir tendance à généraliser certains traits. Les traits souvent nous viennent, ça peut venir des expériences personnelles, la part du temps, ça vient de ce qu'on a entendu, des médias, des films et tout ça, qu'est-ce qui constitue notre culture auquel on était exposé, et on va avoir tendance à généraliser ça à l'ensemble des membres du groupe. Les Asiatiques sont, les Mexicains sont, les Québécois sont, c'est une forme de stéréotype, de généralisation abusive. Le plus souvent, c'est de quelques cas, on va dire, ils sont tous pareils, ces individus-là. À la différence du stéréotype qui est vraiment un discours social, le préjugé, c'est quand il est intériorisé. Ça veut dire que je vais intérioriser un stéréotype et ça va se traduire par un préjugé. Donc, le préjugé va avoir une influence sur l'attitude et le comportement des personnes qui vont partager ces fameux préjugés-là. Donc, on a vu un peu la mécanique. On a un peu vu les termes, préjugés, stéréotypes, groupes racisés et tout ça. Mais il y a une mécanique qui est quand même assez intéressante. Une mécanique qui est l'ordre de l'interaction et l'ordre de l'histoire, qui est celle de la colonisation. Lors de l'interaction, on va s'intéresser à la notion de stigmate. Qu'est-ce qu'un stigmate? C'est l'idée, en fait, qu'il y a un élément dans la personne que vous avez en face de vous, que c'est le seul élément que vous allez retenir de cette personne-là et qui va finir par définir l'entièreté de l'individu. L'exemple un peu classique, c'est par exemple les personnes qui sont en situation de handicap. Si vous voyez quelqu'un avec une chaise roulante rentrer, la première idée que vous allez avoir, c'est « Ah, un handicapé ». Et voici, c'est une forme de stigmate. On ne voit que ce critère-là. Également, la même chose, quand vous êtes en interaction avec un individu, eh bien, peut-être vous allez vous dire, donc quelqu'un qui dirait, l'exemple que je prenais tantôt, du prisonnier, quelqu'un qui a fait de la prison, il vous dit, ah, mais oui, j'ai déjà fait de la prison aussi. Le critère prisonnier va finir par devenir la seule identité que vous allez reconnaître dans l'interaction. Il est un prisonnier. Donc, c'est simplement cette idée-là d'un attribut qui est discriminant. On va voir, ça a quand même de l'importance pour tout ce qui est des relations interculturelles. Le stigmate est soit visible ou invisible, mais nous, on va davantage s'intéresser aux visibles, mais c'est quand même intéressant de voir aussi les invisibles. Les invisibles, par exemple, c'est notre manière de parler, notre manière de s'exprimer en général. C'est tout ce que, dans le fond, le travail, c'est de dire, je peux être discrédité s'il est visible, mais je peux également être discréditable s'il est invisible. Et c'est là que les individus vont mettre des stratégies, comme les deux un peu,
l'exemple de mon livre que je prenais tantôt, hein, j'essaie de vous dire, voilà, ou bien sinon, quand vous avez sûrement déjà côtoyé des gens, je vais parler de moi à la place, hein, je vais faire du moi-même bashing. Par exemple, quand oui, c'est un bon exemple. Quand je suis en classe avec vous, j'essaie d'avoir un certain niveau de langage. Bon, je ne suis pas la personne la plus érudite que vous avez rencontrée, j'en conviens absolument, mais quand même, j'essaie de ne pas faire paraître que je viens d'une famille socialement plus ou moins favorisée, hein, que j'ai appris une manière de parler un peu tout croche, tu sais, veut dire. Donc, j'essaie de cacher un peu cet élément-là. Donc, c'est un stigmate qui est invisible que j'essaie de dissimuler. La même chose, quand je vais jouer dans ma ligue de garage au hockey, j'essaie de dissimuler un peu le stigmate de l'intellectuel, qui n'est pas super bien vu dans ma ligue de garage. C'est tous des gars de shop. Hein. Donc, à ce moment-là, je remarque, moi aussi, que je n'agis pas automatiquement de la même manière. Étonnamment, je constate que je jure beaucoup. Hein, je vais sacrer quand je vais parler. C'est assez rigolo quand même. Chose que je ne fais absolument pas sinon dans les classes. Vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup employé de jurons. Je vais également faire donc, bref, vous voyez un peu l'idée. Hein? Donc, j'agis un peu comme un ouvrier bûcheron un peu. Hein? C'est un peu cette idée-là. J'essaie dans la situation de cacher certains stigmates. Dernier élément du stigmate qui est assez intéressant, le stigmate est contagieux. C'est assez rigolo tout ça. Vous avez déjà été à l'école secondaire. Vous n'avez tous pas toujours été de bonnes personnes. Vous n'avez pas toujours voulu vous tenir avec les pas cool de vos classes. Pourquoi? Parce que le stigmate est contagieux. La personne qui est identifiée comme étant quelqu'un qui a plus ou moins valorisé dans un groupe, vous vous éloignez d'elle. Pourquoi? Mais parce que son identité sociale négative va contaminer la vôtre. C'est l'idée, encore une fois, de se dissocier des figures qui sont stigmatisées pour ne pas être contaminées par cette identité sociale-là. Hein. J'avais un truc, vous, non, je ne vous faisais pas. J'avais une vidéo que je faisais écouter à des étudiants, c'est le premier jour en prison. Et c'est assez rigolo de voir les personnes considérées comme étant faibles se ramassent assez rapidement isolées. Pourquoi? Les autres prisonniers ne veulent pas être identifiés à cette personne-là et donc de voir leur identité sociale contaminée par la personne moins socialement valorisée. Hein? Donc, c'est un peu cette idée-là. Le stigmate social, hein, il est contagieux. Ça veut dire qu'on se méfie en quelque part des gens qui sont stigmatisés. Autre élément intéressant là-dessus, avant de rentrer dans la notion de colonisation, mais c'est que lorsqu'il y a une seule identité qui nous définit, hein, à la fois, il y a une identité qui devient notre caractéristique principale. On ne voit plus que ça. Hein. Je suis un handicapé, je suis un Afro-Américain, je suis un prisonnier, je suis un... Voyez un peu l'idée. Eh bien, j'ai une caractéristique principale hein, et ça s'accompagne automatiquement de caractéristiques secondaires. C'est-à-dire que si spontanément, je vous dis, OK, j'ai eu une date hier, ça a super bien été. Par contre, bon, il y a une petite affaire, il a fait 25 ans de prison pour meurtre. Spontanément, vous vous dites, ah, c'était une belle date, j'ai hâte de le rencontrer, ou vous avez tout de suite un ensemble de préjugés qui vous viennent spontanément à l'esprit. Quand je vous dis prisonnier, est-ce qu'il y a d'autres qualificatifs qui vous viennent à l'esprit? Peut-être voleur, peut-être menteur, peut-être violent, peut-être... Vous voyez un peu l'idée. Hein? Donc, j'ai une caractéristique principale qui est associée avec un ensemble de caractéristiques secondaires. Hein? Donc, on commence déjà un peu à comprendre comment fonctionne le profilage racial. Un policier se retrouve face à un Afro-Américain. Dans la culture, on lui a appris que les Afro-Américains sont des gens qui sont dangereux, qui appartiennent potentiellement à des gangs de rue. Si j'ai un Afro-Américain devant moi, c'est juste ce que je vois. Je ne vois pas que c'est un père de famille qui fait du bénévolat à l'église. Tout ça, ça disparaît. Je vois juste une identité sociale et j'ai un ensemble de caractéristiques secondaires. Ah, il doit faire partie d'un gang de rue, il doit être violent, il doit être menaçant. S'il met la main dans sa poche, je vais tirer tout de suite. Je le sais qu'il y a un fusil. Vous voyez un peu l'idée? Donc, j'ai un stigmate qui devient la caractéristique principale de l'individu, associé avec un ensemble de caractéristiques secondaires, hein, qui va avoir beaucoup d'influence sur la manière par laquelle on va interagir avec cette personne-là. Donc, ça peut expliquer en partie le profilage racial. Au-delà de l'idée qu'il y a effectivement une gang de racistes dans la police, hein, c'est pas ça l'idée, mais d'expliquer un peu les dynamiques lors de l'interaction hein, qui sont colonisées par les éléments de la culture. Excusez-moi. Donc, intéressons-nous assez rapidement, je vois que le temps passe, hein, cette notion-là de colonialisme. Hein. Je vous dis plutôt, colonialisme, pourquoi tu me parles de ça? Eh bien, le colonialisme, qu'est-ce que c'est?
c'est une idéologie qui est née surtout au 19e siècle, hein, donc 1800 quelque chose, qui justifie la colonisation, c'est-à-dire que les territoires qui sont puissants, ici, c'était les pays essentiellement occidentaux, hein, pour des raisons de développement technologique, hein, il n'y a pas une supériorité morale ou quoi que ce soit, eh bien, c'est l'idée qu'on va justifier l'exploitation des territoires sur place parce que, excusez-moi, on va en revenir un peu plus tard, là, mais en gros, c'est une idéologie qui vise justement à justifier l'exploitation des territoires qui ne sont pas ceux des colonisateurs au seul profit des colonisateurs. En gros, il faut amener cette idée-là, un discours de légitimation qu'on va voir, qui va dire, OK, mais c'est pas d'exploitation, c'est pas de la domination, on ne fait pas d'atrocité, c'est justifié à quelque part. Hein? On va voir un peu comment on a justifié cette fameuse idéologie-là. Mais vous voyez ici, dans cette carte-là, vous voyez que la majorité des pays ici, je pense essentiellement aux pays asiatiques et aux pays d'Afrique, étaient des possessions directes des pays occidentaux. Hein, et ça jusqu'en 1914. Déjà, ça avait commencé un peu avant avec ce qu'on appelle le fameux commerce triangulaire. Commerce triangulaire qui est assez simple comme fonctionnement. Vous avez les pays européens qui vont s'approvisionner en esclaves dans les pays d'Afrique, ramènent les esclaves dans leurs colonies d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et échangent les esclaves contre des produits, des produits de base, en fait, essentiellement du sucre, surtout du sucre, de l'alcool également, du bois, donc ce qu'on peut imaginer comme produit. Donc, on a vraiment un commerce qui est triangulaire. La colonie, si on veut, produit des biens manufacturés, va en Afrique, échange de produits manufacturés contre des esclaves, vont dans leur colonie qu'elles possédaient elles-mêmes, vendent leurs esclaves et leurs produits manufacturés en échange de produits faits sur place et retournent à la colonie. Évidemment, ce commerce-là ne se fait qu'à l'avantage des pays colonisateurs. On parle souvent, l'esclavage, ouais, l'esclavage. Cela a quand même été une période qui a duré environ, excusez-moi, j'aurais dû pas faire ça, excusez-moi. C'est une période qui a duré environ 400 ans. Hein? C'est-à-dire que le marché de l'esclavage entre l'Afrique et l'Amérique a duré 400 ans et on estime environ à 12 à 18 millions d'esclaves qui ont transité. Le dernier marché aux esclaves a fermé uniquement au Maroc en 1920. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, encore une fois, assez près de nos sociétés. Évidemment, les conditions de transport à cette époque qui étaient considérées comme des marchandises étaient absolument terribles. Le plus souvent, ils étaient enchaînés par 2 ou par 3. Et quand il y en avait un qui était malade, on lançait les gens par-dessus bord. Dans le fond, les 3 aussi, les 2 autres qui n'étaient pas malades, ils étaient également lancés par-dessus bord. Également, aux États-Unis, l'esclavage a évidemment terminé avec la guerre de sécession, mais on a quand même imposé un ensemble de lois qui imposaient la ségrégation. C'est l'idée qu'il ne faut absolument pas que ces individus soient considérés comme étant égaux. On a la fameuse image classique où on a des fontaines d'eau qui sont destinées uniquement aux Blancs et uniquement aux personnes noires. C'est assez rigolo dans la mesure où c'est la même source d'eau qui est divisée en deux. Hein, voilà. Mais quand même, on a vraiment cette idée-là. Également, les toilettes, les lieux publics, les universités, il y a vraiment cette notion-là de distinction entre les différents groupes. Il y a quelque chose de particulier qui va se produire avec la colonisation. On va s'intéresser évidemment au sort des Afro-Américains, mais on va également s'intéresser à les différents pays qui ont été colonisés, les pays asiatiques, les pays africains également, qui en font partie des pays colonisés. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans l'esprit du colonisateur. C'est-à-dire, la personne va sur place, se rend bien compte que les privilèges qu'elle a, les postes, les statuts honorifiques, les avantages concrets qu'il tire de sa position de colonisateur, vient de l'exploitation des gens sur place. C'est assez flagrant. Dans le fond, tu n'as pas le choix de comprendre que, écoute, j'ai une belle maison, il y a des gens en face de moi qui sont traités comme des marchandises, qui sont battus, qui sont réprimandés, qui sont même parfois juste simplement vendus. Tu es confronté à cette logique-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des colonisateurs qui retournent sur place, qui retournent dans la métropole, qui disent « je ne peux pas tolérer ça, je ne peux pas vivre dans cette situation-là ». Par contre, il y en a qui restent sur place et qui vont justement construire un discours de légitimation.
c'est là qu'on parle justement de l'idée que le colonisateur devient un colonialiste. Le colonisateur s'accepte comme un privilégié non légitime. Mais pour accepter de faire passer une situation de non-légitimité en légitimité, ben, il va essayer de faire des choses. Il va falsifier l'histoire. Il va réécrire l'histoire. Hein, ça commence à changer un peu hein, dans les études postcoloniales, mais jusqu'à tout récemment, on ne faisait, par exemple, pas l'histoire de l'Afrique. C'est comme si ce lieu-là était vierge, n'existait pas. On a complètement transformé l'histoire. La même chose également, même avec le rapport Canada-anglais, Canada-français, on a essayé de faire comprendre aux futurs Québécois qu'ils étaient un peuple de soumis et qu'ils, justement, avaient perdu parce qu'ils avaient une faiblesse morale. La même chose, encore une fois, en Asie, on a vraiment essayé de réécrire l'histoire, de changer, justement, excusez-moi, de changer également l'histoire pour enlever justement hein, l'histoire qui peut amener, nous sommes un peuple comme les autres, qui a une histoire comme les autres. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre également? Il va construire des statues. La quantité de statues construites par les colonisateurs est absolument effarante. Et c'est justement, on va en parler dans le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, faire tomber les statues. Pourquoi? Ben, c'est un signe de la supériorité de notre groupe, du groupe social ici qui serait les Blancs. Ce groupe-là, si on veut, pour justifier leurs privilèges, bien, on va avoir tendance à changer l'histoire, mais également à mettre des statues de leurs dominants un peu partout hein, sur les territoires qu'ils ont conquis. Jusqu'à tout récemment, à Montréal, même, il y avait encore une fois une rue Amherst, hein, une rue d'un individu pas très sympathique. Et si vous prenez à Montréal, il y a encore beaucoup de statues de personnes appartenant aux Anglais. Donc, ce qu'on fait le plus souvent, quand les gens vont conquérir un territoire, on va essayer de diminuer l'histoire et également de mettre des statues, changer les noms de parcs, changer les noms de rues, bref, d'éteindre les mémoires. C'est vraiment l'objectif du colonisateur. Pourquoi? Bien, il veut absolument consacrer sa victoire, qui n'est pas juste objective, mais aussi dans l'esprit des individus. Si les statues sont partout, si les noms de parcs amènent des noms, par exemple, des noms du colonisateur, bien, quelque part, ces gens-là doivent avoir une place légitime. Également, donc, ils vont comme je vous dis, ben, ils vont vouloir se convaincre lui-même de sa propre légitimité. Également, ils vont avoir tendance à s'accorder eux-mêmes des privilèges, des titres également, ces individus-là. Ils vont aussi énormément insister sur les démérites du colonisé. Hein? C'est-à-dire qu'on va, par exemple, dire que leur culture est absolument méprisable, que leur nourriture, c'est absolument dégueulasse, tout leur code de conduite est absolument idiot, de même que leurs croyances. On va vraiment avoir un travail de remonter, mettons, démontrer que l'usurpateur a, si on veut, une culture absolument exceptionnelle et de vouloir en même temps diminuer celle du colonisé. Hein, donc, c'est vraiment le travail par lequel il va souhaiter hein, changer sa position non légitime en position légitime. La situation, par exemple, des grands essais sur le racisme rentre également dans cette idée-là. Hein, l'idée de classer les groupes en différentes races apparaît dans la même période de la grande colonisation, c'est-à-dire, ben, on n'est pas égaux, on doit appartenir à des races différentes, donc à quelque part, les gens appartenant à la race dite supérieure peuvent légitimement, justement, hein, coloniser les terres de ces individus-là et même les exploiter. Ils ne font pas partie du nous. Hein. Quelque chose d'assez fascinant hein, qu'on n'a pas beaucoup vu dans les livres d'histoire, mais je ne sais pas si vous saviez, mais que nous, en France, en 1905, à l'Exposition universelle, il y avait des jardins, des zoos humains, hein, où on mettait des individus, hein, si on veut, en situation, voilà, c'est une photo tirée de l'époque, où on recréait comme dans un jardin zoologique un village africain hein, qu'on avait inventé, parce que on dit que ce sont des Africains, c'est plein de groupes culturels, évidemment. Donc, on avait des villages que l'on mettait et on disait, en fond, on disait aux Blancs, hey, venez voir comment c'est curieux. Hein? Les élus sur place étaient animés d'une part de curiosité, mais également, ça renforçait leur mépris envers ce groupe-là. Parce que tu te dis, ben, finalement, c'est normal de les coloniser, ces gens-là. Écoutez, ils font partie de la faune et de la flore. Hein? Ils ne sont pas nécessairement absolument des humains. Il y avait même un fameux poème à l'époque, hein, qui est Le fardeau de l'homme blanc, qui expliquait quelque part que
Écoutez, ce n'est pas pour nous. On veut les civiliser. On veut leur apporter la civilisation, la religion, la technique. Donc, c'est absolument normal, même si ce n'est pas notre avantage à nous. Il y a encore ce discours-là, souvent en France d'ailleurs, que la colonisation a été beaucoup plus dure pour les Français que pour les peuples colonisés. À quelque part, on leur a tellement amené les lumières de notre civilisation qu'ils sont chanceux qu'on soit présents sur place. Donc, un gros travail d'une part de déshumanisation, et de monter justement de l'autre l'idée des privilèges et du prestige d'un autre groupe qu'on a en face de nous. Encore d'autres fois, d'autres images tirées du jardin zoologique de 1905. Il y en avait un peu partout quand même, ces fameux endroits-là dans les métropoles. D'une manière un peu plus ludique, ben, on voit également la même chose, des choses qu'on ne pense pas spontanément. On dit, ben là, voyons donc, Tintin n'est pas raciste, Tintin ne sera pas père. Eh bien, pourtant, on voit que c'est alimenté même dans les bandes dessinées. Tintin au Congo, petite question, est-ce que vous avez déjà lu Tintin au Congo? C'est dark, Tintin au Congo. Tintin n'est pas gentil, il est vraiment raciste. Tintin, c'est particulièrement étonnant. C'est pour ça qu'on a fait des nouvelles éditions où on a enlevé toutes les utilisations de ces mots pas vraiment gentils envers les groupes locaux. Et on voit, une parenthèse, Tintin écrit en Belgique. La Belgique possédait le Congo. C'est sûrement l'endroit où il y a eu le plus de morts dans la colonisation. On estime environ à 10 millions de morts. C'était des arbres à caoutchouc à l'époque, qui étaient en effet l'exploitation. Et il y avait des sévices absolument terribles. Ces individus essayaient de se sauver, on leur coupait les mains. Ils étaient également tués, assassinés. C'était absolument terrible, la colonisation du Congo. Mais Tintin s'inscrit dans cette époque-là. S'inscrit dans une époque où on considère que les Congolais, à quelque part, ils ne méritent pas, si on veut, d'avoir possession de leur propre terre. C'est un groupe qui est socialement moins valorisé, qui mérite donc d'être exploité par les individus sur place. La même chose avec Tintin, donc au Tintin au Congo, Tintin en Amérique. Je ne sais pas si vous avez vu Tintin en Amérique. Essentiellement, ils se font appeler les sauvages tout le long, à peu près du truc. Et la première chose que les Autochtones aiment faire, c'est de kidnapper des individus, les torturer et les mettre à mort sur un poteau de torture. Mais les préjugés qu'on a, ils viennent d'où nos préjugés, nos stéréotypes? Ils viennent du cinéma, ils viennent des bandes dessinées, ils viennent de nos films auxquels on est exposés, ils viennent de quelque part. Ils ne sont pas construits comme ça dans la nature. C'est des éléments de culture que l'on intériorise par notre socialisation. La même chose avec, dernièrement, il y a eu une polémique sur Apu dans les Simpsons. Vous dites, ben là, Apu, les Simpsons, n'enlevez pas mon Apu. Que fait Apu dans les Simpsons? Propriétaire de dépanneur qui a 8 enfants qui sont tous pareils. Et justement, on a un peu l'idée qu'ils se reproduisent comme des animaux, les Indiens. Mais c'est exactement la raison pour laquelle, vous remarquerez, dans les Simpsons les plus récents, Apu a tout simplement disparu. C'est très drôle quand tu es blanc, parce que tu te dis, ben non, c'est pas grave, c'est juste une joke. Mais quand tu es une personne d'origine indienne, c'est peut-être pas nécessairement sympathique d'être confronté à ce type d'image-là. Voilà. D'autres exemples. Encore une fois, eh bien, j'y vais un peu en rafale. La même chose avec, c'est assez étonnant, par exemple, avec le rapport que l'Occident entretient avec les pays arabes. Essentiellement, on a deux grandes images. Avant le 11 septembre, c'est l'image un peu des Mille et une nuits, le couple un peu oriental, un peu fascinant et un peu mystique. Et depuis le 11 septembre, il y a une généralisation de l'image du terrorisme qui s'est absolument véhiculé. Et si vous regardez dans les films, à chaque fois qu'il y a des Arabes, qu'est-ce qu'ils font, les Arabes? Ils sont ils sont tout le temps, ils font partie de l'islam, tout le temps. C'est assez étonnant. Sachez que la majorité des individus appartenant à l'islam sont en nazis. On n'aurait pas pensé à ça, nécessairement. Donc, et vous regardez les films, les séries, mais également les films, le plus souvent maintenant, le méchant, c'est toujours le méchant terroriste. Mais évidemment, dans la tête des gens, ils font l'association entre arabe égale terroriste, donc égale danger. C'est véhiculé par exemple, ici, les œuvres cinématographiques. Également, sur d'autres groupes, on peut également s'intéresser à l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui a évidemment énormément été associée à la figure du trafiquant de drogue, par exemple, notamment avec Narcos. Enfin, on pourrait faire une question, on aurait pu jouer un jeu en classe, je l'aurais fait, mais si attends, je vous dis un groupe ethnoculturel, spontanément, ce à quoi vous pensez. Le plus souvent, on voit que c'est véhiculé par le cinéma également et les séries télévisées.
La même chose avec, à l'époque, le Japon, hein, qu'on appelait le fameux péril jaune, l'idée que les Japonais, et après maintenant, dans une forme plus récente avec la Chine, ils vont envahir la planète entière. On a un peu ce mythe-là, en fait, que ces individus-là sont tous pareils et ne visent qu'à, si on veut, contrôler l'entièreté de la planète. La même chose comme il avait été fait avec les Juifs hein, à l'époque avec le protocole des sages de Sion de mémoire, où on avait l'espèce de gros stéréotype du Juif, notamment uniquement avide d'argent et tout ça, hein, qui voulait contrôler l'entièreté du monde occidental. Vous avez sûrement vu d'ailleurs dans toutes les théories de la conspiration par rapport à la COVID, il y a toujours des Juifs quelque part de près ou de loin. Hein. C'est pas juste, non, c'est pas les Juifs, c'est les Rockefeller. Hein, il y a toujours hein, ce rapport-là, en fait. Donc, c'est un peu l'idée comment est véhiculé le racisme, mais ça vient de quelque part. Ça vient des, ce qu'on appelle les représentations sociales, ce qu'on pense spontanément lorsque j'évoque une catégorie sociale quelconque. Donc, il y a cette idée-là du... voilà, la même chose avec les Autochtones, hein, on alterne entre le gentil sauvage, un peu innocent et gentil, et le sauvage. Dans le fond, c'était les deux qu'on appelait sauvages à l'époque, mais le gentil autochtone qui est proche de la nature et tout ça, et de l'autre côté, le méchant sauvage. On a comme juste ces deux figures-là qui est possible dans notre imaginaire. Et si vous vous rappelez, je ne sais pas pour vous, hein, ça a peut-être changé un peu maintenant, mais moi, quand j'étais jeune au secondaire, c'était assez simple. C'était les gentils Algonquins et les méchants Iroquois. C'était assez simple. Puis pendant longtemps, ce qu'on apprenait justement à vos parents, en fait, hein, et à vos grands-parents, c'était que les Autochtones, ils étaient méchants, ils kidnappaient des gens et ils assassinaient hein, des Jésuites. En gros, c'est les Saint-Marseillais canadiens qui ont beaucoup colonisé nos noms de villes. C'est justement hein, des individus qui auraient été tués par les Autochtones. Il y avait une raison pourquoi ils tuaient hein, les Autochtones, petite histoire comme ça. Quand les Jésuites arrivaient dans un village, ils étaient souvent porteurs de maladies. Puis quand ils partaient, tout le monde tombait malade. Tôt ou tard, quand tu ne connais pas la médecine, tu penses qu'il y a quelque chose de louche avec ces individus-là. Donc, tu ne veux pas t'en approcher. Et évidemment, ben, tu veux t'en débarrasser. Il y a quand même des raisons ici qui est assez objective à ce niveau-là. Même chose avec les Autochtones. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, au Canada, qu'on a une belle réputation pour une raison qui m'échappe? Bien, on a tout simplement voulu pas les éradiquer physiquement. On n'a pas réussi à le faire avec Amherst et compagnie, qui au début, c'était l'objectif. Hein? Avec d'une part, oui, les maladies, mais on a quand même les autorités britanniques ont quand même essayé de répandre ces maladies-là. Mais on a simplement voulu tuer l'Autochtone dans l'Indien. En gros, c'est des pensionnats indiens. On leur empêchait de pratiquer leur culture, de parler leur langue et de tout ce qui pouvait s'approcher ou de loin dans la culture autochtone. On en fabriquait des jolis petits blancs protestants anglophones. Hein. Donc, ici, vous avez une photo d'un avant et un après. C'est le même individu, une forme justement de vouloir faire disparaître hein, l'Autochtone à l'intérieur de l'enfant. L'expression de tuer l'Indien dans l'enfant se retrouve dans les documents de l'époque. Donc, vous avez un peu vu la situation des Autochtones. Je fais un petit peu là. Et là, il y a quelque chose de drôle que je remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Blancs, là, qu'est-ce qui se passe avec les gars blancs de 25 à 35 ans qui se reconnaissent tous dans la figure du viking? Il y a plein de séries de vikings sur Netflix. Il y a toute cette espèce d'imaginaire-là. Ouais, mais nous, on est descendants des vikings. Hein? C'est vraiment quelque chose de particulier que je remarque depuis environ une dizaine d'années, en vrai. Une prolifération de cette image-là du viking. Puis le viking, il est toujours valorisé. Hein? Il est toujours fort, honnête, intègre. Il n'y a comme pas de défaut. Hein? C'est quand même assez étonnant de voir cette image-là qui est de plus en plus véhiculée à l'intérieur des films, notamment sur Netflix. Donc, il y a énormément de séries qui sont faites là-dessus. C'est assez rigolo. Donc, on a vu un peu hein, du côté du dominant essaie d'avoir une autre image d'elle-même, va y véhiculer également des images négatives des groupes, hein, si on veut, qu'ils ont colonisés à l'époque pour justement légitimer leur position de pouvoir sur ces groupes-là. Et même si la colonisation, dans les faits, il n'y a plus, si on veut, de période coloniale au sens propre, mais l'imaginaire a quand même colonisé nos esprits. Hein, notre image des Afro-Américains, des Autochtones, de Sud-Amérique du Sud, de ces individus-là, on a vraiment quand même cette image-là que même si on ne veut pas, demeure quand même profondément ancrée à l'intérieur de nos esprits, ne serait-ce que par l'entremise des films et des séries télévisées. D'ailleurs, c'est assez drôle, hein, parce qu'on parle plus moins de ça, là, mais on parle, par exemple, juste de la découverte de l'Amérique. C'est assez rigolo quand même, hein, il y avait des gens sur place,
c'est un peu l'idée qu'on a fait uniquement l'histoire des groupes colonisateurs par rapport aux groupes colonisés qui ont totalement disparu de nos livres d'histoire. Et c'est comme un paysage dans lequel se déroule la scène. De l'autre côté, le colonisateur, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va souvent avoir tendance à intérioriser l'image qui a été déshumanisante, dégradante et dévalorisante que le colonisateur lui a mis, si on veut, dans l'esprit, et il va finir par avoir une image négative d'elle-même. Certains vont même vouloir, si on veut, rassembler le plus possible aux colonisateurs, va finir par même intérioriser les règles, les images, la morale, les coutumes du colonisateur. Il va vouloir ressembler au colonisateur. Pourquoi? Parce que dire, mais si je ressemble énormément, ben à ce moment-là, ben, je vais faire partie de faire partie du groupe des colonisateurs, des dominants. Par contre, ben, le colonisateur ne va jamais accepter que ce groupe-là fasse partie de leur groupe parce que, justement, ben, s'il n'y a plus de colonisés, ben, il n'y a plus de rapport d'exploitation et de domination sur lequel est bâtie l'entreprise coloniale. Donc, évidemment, on est dans un mouvement post-colonial aujourd'hui. Ça veut dire qu'il essaie plusieurs groupes culturels essaient de se réapproprier leur histoire d'une manière positive, avec le mouvement comme Black is Beautiful et tout ça, mais on a quand même des traces assez profondes qui demeurent à l'intérieur de ces cultures-là. J'ai, par exemple, ici l'image du Bad Hair, l'image qui a quand même été véhiculée et qui commence à disparaître. L'idée que le cheveu des Noirs est moins joli que le cheveu des Blancs. Comment ça se répercute? C'est l'idée que si vous voyez un peu les séries télévisées dans les années 2000, juste avant 2000, vous allez être surpris d'apprendre que vous les voyez, puis ils ont tous des cheveux particulièrement lisses et bien lissés. C'est-à-dire que le signe capillaire, dans ce cas-ci, on va être plus valorisé la manière par laquelle sont coiffées les actrices blanches. Et on voit un peu cette tendance à l'émulation-là. Et de plus en plus, ce qui est bien dans les séries télévisées, on voit que, excusez-moi, de plus en plus d'actrices dans les films, on voit des cheveux ici qui sont naturellement ceux des Afro-Américains, qui commencent à être moins dévalorisés à ce moment-là. Même l'expression « bad hair » aux États-Unis signifie le cheveu ici des Afro-Américains. Vous voyez comment ça a été quand même véhiculé, cette image-là. J'en ai quelques-unes, encore une fois, ici, dans les pays asiatiques énormément, mais également dans les pays africains, énormément de produits blanchissants. D'ailleurs, ils ont décidé de retirer ça cet été. Il était quand même temps. Donc, cette idée-là que, justement, on pouvait acheter des produits pour blanchir sa peau, le fameux colorisme. Cette idée-là que la peau blanche est plus socialement valorisée. Donc, on va avoir tendance à favoriser des produits qui vont faire en sorte qu'on va avoir une peau beaucoup plus blanche. D'ailleurs, j'ai fait une erreur quand j'étais en Thaïlande. Je pensais que j'achetais de la crème solaire. C'était un produit blanchissant. Fait que je me suis ramassé avec une peau. J'ai tout perdu mon bronzage, tabarouette, en une semaine à peu près. J'étais resté avec la peau toute blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, en revenant, regardez. Oui, j'ai acheté un produit blanchissant. Je pensais que c'était de la crème solaire. Moi, j'ai vu... c'est quoi déjà le truc UPS? Je ne sais pas trop. Bref, le 50. Je dis... Moi, là, origine écossaise, je niaise pas avec le soleil, je mets de la grosse 50. Erreur monumentale. Je mets un produit blanchissant. Mais on voit que ces produits-là sont énormément véhiculés. Et même si dans les pays asiatiques, vous avez été étonné de voir les produits de beauté. Ceux qui sont sur les affiches des produits de beauté, c'est toutes des femmes particulièrement blanches ou sinon tout simplement des occidentales. Donc, c'est assez particulier, encore une fois, à ce niveau-là. Je voulais également faire une petite mention. Je vais faire juste une petite mention honorable à la figure de Jésus que j'aime beaucoup. Cette image-là, ça n'a pas rapport, mais quand même, je trouve ça rigolo. La manière par laquelle on nous a vendu Jésus quand on était petit. Écoutez, cet individu-là, s'il a existé, habitait dans les régions proches de la Palestine. Il n'était pas un blanc aux yeux bleus. Mais on a quand même réussi, dans notre imaginaire, à transformer un Jésus en blanc. C'est quand même, encore une fois, assez rigolo. Il y avait également les filtres Snapchat l'année passée, je crois, que c'était, mettons, pour améliorer ton aspect. Puis, on voyait un fait qu'on transformait, par exemple, des Afro-Américains en personnes blanches. Le nez était rapetissé ici et il y avait également une peau plus blanche. Et ça l'a fait, évidemment, polémique, vous en conviendrez. Donc, plein d'éléments, c'est-à-dire qu'on va intérioriser ici des codes de beauté qui sont ceux des anciennes puissances colonisatrices. On voit heureusement qu'il y a un mouvement de protestation qu'on appelle le mouvement postcolonial qui veut se réapproprier l'histoire et se réapproprier également les codes de beauté.
Pour ce qui est de la culture, mais il y a quand même tout le réseau également de l'école, des écoles françaises à travers le monde, hein, où à travers leur ancienne colonie, la France a implanté des écoles, excusez-moi, a implanté des écoles, des lycées français un peu partout pour que les gens anciennement de leur colonie puissent apprendre la culture française, mais l'école à la française. Et c'est assez rigolo. Habituellement, quand vous voyez des gens qui ont fait ces écoles-là, vous dites, OK, mais t'es né où? Comme mes amis, moi, je suis né au Madagascar, puis tout ça. Tu dis, OK, ça a un gros accent français. Tu sais. Mais c'est justement parce qu'ils ont intériorisé le langage hein, de leur ancienne puissance coloniale. C'est justement une forme, encore une fois, on va voir un peu plus tard, de violence symbolique. Hein. C'est-à-dire que de finir par intérioriser le discours négatif qui était fait sur notre groupe social et de considérer que ce discours-là est absolument légitime. On voit un peu que les choses changent heureusement. Mais par exemple, par rapport à la France, une forme de violence symbolique, c'est la fameuse Académie française. Du bien parler français, eh bien, on a cette idée-là que les Français ont une meilleure manière de s'exprimer que les Québécois parce que c'est socialement plus valorisé. Hein? Mais c'est une forme, encore une fois, de violence symbolique où on intériorise l'idée que parler de même, hein, c'est moins bon que s'exprimer ici avec un accent parisien. Hein? Donc, on a encore une fois une forme ici particulière de violence symbolique. Jolie petite définition de la violence symbolique. Hein? C'est un processus ici de soumission involontaire par lequel les dominants perçoivent la hiérarchie sociale comme étant légitime et naturelle. Les gens qui sont dominés dans ce rapport-là vont finir par intégrer la vision que les dominants ont du monde et d'avoir une image négative d'eux-mêmes, hein, qui vont donc avoir tendance à vouloir répéter, par exemple, les codes culturels ou les codes esthétiques des anciens pays colonisateurs. Hein. Donc, on a ce rapport-là entre colonisé et colonisateur, hein, qui, dans certains cas, mène à des situations telles que je vous décris. D'un petit élément, hein, bon, c'est un peu l'idée, hein, tous les termes, par exemple, de blanc, clair, blanchissant, tous des mots qui ils vont disparaître chez L'Oréal. Hein, écoutez ici la violence du produit. Ici, comme vous voyez, la crème de nuit White Perfect. Hein, on avait plein de produits ici qui étaient carrément des produits blanchissants. Hein. C'est vraiment tout le mouvement Black is Beautiful aux États-Unis qui est l'idée de réapproprions-nous si on veut, nos codes de beauté, on n'a pas à ressembler aux Blancs pour être considérés comme étant des personnes esthétiquement valorisées. Hein? Donc, il y a tout ce mouvement-là qui est très, très fort aux États-Unis. Également, on a vu, par exemple, à Montréal, hein, on a enlevé la rue Amherst. Amherst, qui, pour la petite histoire, est un individu qui, ça n'a pas été prouvé, mais qui a du moins eu l'idée de transmettre des couvertures infestées de variole aux Autochtones afin de les éliminer. Eh bien, il y avait encore des rues Amherst, encore un peu partout, même au Québec. On a changé le nom hein, pour le nom d'un personnage célèbre autochtone, Atataken, qui est devenu le nom de rue. En fond, pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer le nom de personnes qui, aujourd'hui, seraient considérées comme des criminels de guerre? La même chose avec le drapeau confédéré, le drapeau des sudistes, hein, qui d'ailleurs n'est plus vendu dans plusieurs magasins. Mais encore une fois, c'est un peu la même chose. Les drapeaux sudistes ont été récupérés par des personnes qui étaient, quand même, avouons-le, profondément racistes. Et on a vu également tout le mouvement aux États-Unis, mais également au Québec, hein, de vouloir déboulonner les statues. Hein, déboulonner les statues pour justement faire en sorte qu'on arrête de glorifier la mémoire des anciennes personnes qui étaient esclavagistes ou qui voulaient justement dominer les groupes qui étaient sur place. Hein, donc, c'est un peu cette logique-là qui se passe. Pour ça, vous voyez un peu des statues qui se déboulonnent. Pourquoi est-ce qu'on déboulonne des statues? Hein? Je ne dis pas que je déboulonne moi-même, là, on s'entend. Mais c'est un peu l'idée. Pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements de déboulonnage de statues? C'est aussi l'idée de vouloir enlever les symboles des groupes, hein, si on veut, qui étaient dominants et qui visaient justement à oppresser les groupes minoritaires. Surtout, c'est assez rigolo dans la mesure où dans les États du Sud, la majorité des statues ont été construites dans les années 1920-1930, donc ils ne sont pas si vieilles que ça, hein, en pleine période ségrégationniste aux États-Unis, et ils mettaient ça dans des parcs. Et ces parcs-là sont aujourd'hui, ces quartiers-là sont majoritairement occupés par des Afro-Américains. Imagine, tu vas promener ton enfant au parc. Donc, j'ai comme mêlé deux histoires. Tu vas promener ton chien avec ton enfant au parc. C'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, tu es confronté à des statues d'anciens esclavagistes. On peut comprendre que ça peut susciter quand même certaines réactions négatives. Hein, vous en conviendrez. Donc,
on a un peu cet élément-là. Et pour terminer, hein, parce que je pense que j'avais pas mal plus de stock que j'aurais imaginé pour le cours d'aujourd'hui, j'aimerais juste terminer sur un truc. OK, non, ouais, c'est parce que je partage deux trucs en même temps. Voilà. Pour terminer, on va laisser faire le racisme systémique. On pourra en parler si vous voulez une autre fois, mais je pense que je partage en pause. Ça se peut-tu que vous ne voyez pas l'écran? On va revenir sur cet élément-là. Mais c'est un peu l'idée. Hein? Qu'est-ce que la perspective intersectionnelle? C'est l'idée, en gros, que quand on veut s'intéresser aux formes d'oppression que vivent les individus, il faut s'intéresser à l'ensemble des identités sociales qui sont socialement moins valorisées. Hein? Donc, il faut pas juste voir, par exemple, ah, ben, elle est une femme, elle est bon, elle vit. Bon. Ben, non, en fond, c'est qu'on vit un ensemble. Je vais recommencer mon truc, excusez-moi. Comme je disais un peu plus tôt, on est justement, on a différentes identités sociales, différentes étiquettes qui nous définissent lors des interactions. La perspective la perspective intersectionnelle, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste une à côté de l'autre. Ces identités négatives-là, elles ont un lien, elles entrent en interaction. Hein? Par exemple, si j'ai un exemple ici assez flagrant, mais être de couleur dans une société blanche et pauvre dans une société de consommation et handicapé dans une société de personnes valides et autochtone dans un territoire colonisé, mais on voit un peu que c'est un parcours, hein, ici, un parcours avec obstacles multiples. Donc, c'est un peu l'idée qu'il ne faut pas considérer chacune des identités socialement négatives, moins valorisées indépendamment. Il faut voir qu'elles entrent en interaction les unes avec les autres qui démultiplient hein, la fameuse discrimination dont peut être victime les individus. Également, on amène un dernier point, après on va terminer le cours là-dessus, mais c'est la notion également de privilège qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on va décentrer le débat. En gros, de dire qu'il y a des groupes qui auraient des insuffisances et tout ça, on va considérer à la place que, oh, peut-être que c'est un privilège d'être une personne blanche, peut-être que c'est un privilège d'être une personne noire. C'est-à-dire que ben, moi, en tant qu'homme, je ne vis jamais de sexisme. Et je peux même considérer que le sexisme, ce n'est pas important, ces luttes-là. Pourquoi je ne subis jamais le sexisme? Encore une fois, une autre forme de privilège, le fait, par exemple, d'être une personne blanche, on voit beaucoup sûrement dans votre entourage, vous avez déjà entendu, le racisme, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Vous serez étonné d'apprendre que c'est juste des personnes souvent blanches qui vont avoir ce type de propos-là. Pourquoi? Elles ne sont absolument jamais victimes de racisme. Donc, à quelque part, ça devient un luxe, hein, si on veut, de combattre le racisme. Mais c'est un peu l'idée que moi, dans ma vie de tous les jours, je n'ai jamais à me battre contre le racisme, je n'ai jamais à me battre contre le sexisme, je n'ai jamais à me battre contre le capacitisme parce que ben, je ne suis pas une personne en situation de handicap. C'est une situation qui amène des privilèges. Le nombre de fois où je n'ai jamais à me battre parce que, écoute, je suis une femme, mais je suis quand même capable de réparer un char. Écoute, donc, voyez-vous, toutes les situations que je n'ai pas à me battre, que je n'ai pas à vivre des situations de discrimination, c'est également un privilège. Donc, c'est un peu cette idée-là que les hommes blancs ont beaucoup détesté. C'est d'une part, ils ont appris dans le débat aux États-Unis qu'ils avaient eux aussi une couleur de peau. Déjà, c'est comme, ah ouais, c'est ça. Par exemple, demander, moi quand j'étais jeune, mes crayons de cire, j'en avais un que je l'appelais couleur peau, hein? La couleur beige, hein, qui est associée à la couleur de peau. C'est un petit peu particulier quand même quand tu y penses par après. Mais c'est un peu si être blanc était donc la valeur par défaut. Et après, le reste deviendrait un peu des situations à problème, donc si tu es associé à des difficultés. Mais la perspective intersectionnelle renverse le truc et voit quelque part de ne pas subir de racisme, de discrimination, de sexisme est une forme de privilège. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus dans la littérature le privilège de l'homme blanc. C'est l'idée que, ben, ici, entre vous et moi, on va parler de boys. Là. Les filles, là, allez faire du ménage. Là. Hein, j'essaie de vous agacer un peu, mais voyez un peu l'idée. Les gars, entre nous autres, avez-vous déjà été victimes, les gars blancs dans la classe, de sexisme? Peut-être pas souvent, peut-être une petite fois. Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme? Pas vraiment. Hein? Est-ce qu'on vous a déjà empêché de louer un appartement parce que vous étiez non blanc? Absolument pas. Est-ce que vous avez dû déjà changer votre nom sur un CV parce qu'on ne vous rappelait pas? Non, là. On voit un peu cette idée-là, hein, la notion de privilège, un ensemble de situations négatives auxquelles on n'est jamais confronté. Et les femmes blanches, vous n'êtes pas non plus hein, à côté de la traque. Hein, ça veut dire que dans ce moment-là,
vous avez quand même également un rapport de domination également sur les femmes non blanches. Et oui, si je m'intéresse aussi encore une fois aux hommes blancs qui seraient hétérosexuels, avez-vous déjà été victime d'homophobie? Non. Ça a l'air pas mal plus facile d'être un homme blanc, finalement. Hein? Mais c'est un peu ce qui amène cette perspective-là de porter un regard là-dessus également. Hein? Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir dans la perspective intersectionnelle. J'ai beaucoup trop parlé, je suis beaucoup trop excité, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je pense que ça l'a peut-être paru. Donc, on va arrêter pour le moment. J'avais d'autres choses encore à évoquer. Je vais les laisser de côté. J'avais quasiment des questions sur un truc sur le racisme systémique. On va le laisser de côté, on pourra l'aborder une autre fois si ça vous intéresse. Mais parce que là, il commence à être tard pour vous, hein, j'imagine. Vieux mononcle tannant, ça fait longtemps qu'il parle. Je pense que vous êtes un petit peu tanné, là, vous en conviendrez. Donc, on va arrêter là pour tout de suite. Je vais vous envoyer dans vos équipes, mais je vais répondre à la question de Jordan auparavant. Oui, Jordan. Oh, je pense que j'ai oublié de baisser ma main de tantôt, tout simplement. Ah, OK. Donc, je vous mets tout de suite en équipe. Vous allez pouvoir décompresser entre vous et dire monsieur, arrêtez de parler, on est bien un petit peu. Donc, je vais vous mettre en équipe. Vous allez pouvoir travailler un petit peu sur votre projet et je vais vous mettre également le questionnaire sur Forms. Je vais également enlever la question que j'avais mise sur le racisme systémique. Hein? Mais Aurélie a une petite question. Oui, non, c'était justement ça ma question. Si on faisait le quiz maintenant ou après les équipes. Là. Okay. Pour le quiz, là, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour le faire. Il y a 10 questions à choix de réponse. Je pense que ça se répond encore une fois assez facilement. Vous avez droit à vos notes. Je trouve ça drôle parce que c'est comme vous le faites à la maison, mais je ne vérifierai pas si vous ne regardez pas vos notes. Là. Good. Donc, je vous mets tout de suite dans l'équipe. Il y a 3 personnes qui n'ont pas reçu l'invitation. Je vais tout simplement vous ajouter à vos groupes de manière manuellement. Là.